Face à la pénurie des carburants, face à la crise économique, mais également les défis environnementaux, la RDC doit-elle exploiter ou conserver le pétrole? On va tenter de répondre à cette question, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission. Désormais, vous allez suivre cette émission tout le vendredi à 15h15. Et c'est dans le seul souci de mieux vous informer énergétiquement. Et nous allons parler Toroloba Kaka Maramutali énergie, Maramutali hydrocarbures, Maramutali maï, Maramutali électricité pour que notre pays, l'Afrique, se développe. Aujourd'hui, je vais parler de ces sujets concernant l'exploitation ou la conservation du pétrole en RDC avec Bertin Bouya qui est déjà là. Bertin, bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. Alors, nous sommes ensemble. Alors, avant de commencer, de démarrer avec notre émission, nous compatissons avec nos frères, nos amis, tous les Congolais qui ont perdu la vie suite à cet accident de ces camions citernes Ambouba dans le Congo central qui a occasionné une explosion. C'était le mercredi 14 et cela a orchestré ou a occasionné la mort de Congolais, mais également des blessures graves. Nous allons revenir pour parler de cette réalité, mais également d'attirer l'attention de la population. Carburant et Zamaïté. Carburant et Zamaïté, il faudrait bien manipuler parce que tout peut arriver. On va en parler. Bertin Bouya, avant de parler de notre thématique, ta réaction, cet accident qui a fait 2 morts au Congo central? En tout cas, lorsque je vis ces images sur les réseaux sociaux, j'ai été très écœuré. Personnellement, j'ai compati avec toutes les familles qui ont perdu le leur de manière brisque. C'était un accident qui a engendré d'autres accidents. Nous croyons que les jours qui viennent, sur base de ces effets, d'ailleurs qui ont repris, parce que toujours au niveau du Congo central, il y en avait aussi un accident pareil, je me souviens. En 2018. 2018. Au même endroit. Au même endroit. Au même endroit. Je crois que nous prenons de leçons. Nous allons faire à ce que prochainement, que nous sachions comment manipuler le carburant qui est toyé maintenant que le carburant Zamaïté. Carburant Zamaïté, bien dit. Alors, Bertin Bouya, vous êtes président de la jeunesse de la société civile environnementale. C'est quoi cette structure de la société civile environnementale? C'est quoi en fait? Parce que les gens se demandent c'est quoi? Bon, la jeunesse de la société civile environnementale, c'est un ensemble de plusieurs structures environnementales des jeunes. Nous nous sommes dit depuis un certain temps que nous avions des énergies dissipées. Tout le monde faisait ses actions parce que le secteur d'environnement il est vaste. Il y en a qui touchent la biodiversité, d'autres sur le climat, d'autres sur la pollution de l'eau, des sols. C'est complexe. Eh bien, tout le monde est en un coin, alors que tout, ça forme un tout. Nous nous sommes dit, nous allons nous mettre ensemble cette fois-là pour commencer à définir chaque année une politique de comment nous, en tant que jeunes, dans le secteur environnemental qui est un secteur émergent, nous pouvons commencer à nous conduire. C'est comme ça que nous nous sommes mis d'accord. Nous sommes affiliés à la Société civile environnementale et agro-rurale du Congo, la SOCERIC en abrégé. C'est comme ça que nous avons ça. En fait, une structure de jeunes qui prend simplement une vision et que cette vision est soutenue par les activités des structures membres. C'est comme ça que nous fonctionnons. On peut démontrer quoi la vision? La vision, c'est promouvoir la protection de l'environnement dans notre pays, mais aussi promouvoir le développement. Parce que nous nous disons, la protection de l'environnement devrait mettre l'homme au centre des intérêts. La RDC, notre pays, en tant qu'une des grandes puissances environnementales à travers le monde, nous pouvons nous servir de cette casquette pour nous développer. Et par conséquent, il faut une jeunesse qui comprenne ces enjeux, une jeunesse qui se prenne en charge, une jeunesse qui prenne des initiatives, qui accompagne les développements, mais en protégeant l'environnement. Très belle initiative. Nous serons toujours là pour vous accompagner. Merci. Alors, revenons un peu dans la thématique de ces vendredis. Face aux défis environnementaux, doit-on exploiter ou conserver le pétrole de la RDC? Quels sont les défis environnementaux majeurs auxquels la RDC fait face? Merci, messieurs le journaliste. Avant tout, j'ai quand même une formation environnementale. Je ne voudrais pas qu'on entre dans les cacophonies de mots. La conservation sous-entend une exploitation rationnelle. C'est la protection qui est une exclusivité, ou quand on dit que ça c'est à protéger, on ne touche pas. Mais quand on conserve, on peut exploiter rationnellement. Mais rationnellement. Les défis environnementaux de notre pays sont connus, je cite les principaux. Nous faisons face à des pollutions. Quand je parle de la pollution, je vois le seuil tolérable
comme ailleurs. Et aussi ici, il y a là où ça doit passer. Je vois par exemple la pollution de l'eau. Je vois particulièrement nos rivières. Si nous touchons quelques rivières qui traversent la ville de Kinshasa, Remplies de déchets. remplies de déchets, c'est une pollution de matière solide plastique. Et avec les rivières urbaines sont devenues des poubelles. En tout cas, des poubelles à ciel ouvert, c'est une problématique environnementale. Nous vivons l'ère de la perte de la biodiversité, c'est une problématique. Cette perte provient de la destruction des habitats d'une part, mais aussi du braconnage d'autre part. Nous sommes à l'ère du changement climatique, c'est une problématique environnementale. Nous avons quand même des conséquences vis-à-vis de la pluviométrie, de perturbations du calendrier agricole et d'autres. Jusque-là, Kinshasa, la pluie tarde. Tarde, c'est un symptôme des déséquilibres climatiques et c'est un fléau. Nous avons un problème de la précarité énergétique très important parce que les hommes vivent avec de l'énergie. Quand il n'y en a pas, c'est un problème. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a un taux de déforestation aussi élevé les environs des grandes agglomérations comme les villes, simplement parce que lorsque les gens n'ont pas accès facile à l'électricité et enfin ils se servent du charbon de bois comme la première source énergétique pour la cuisson et par conséquent c'est la déforestation qui est accélérée. Et lorsqu'il y a la déforestation, c'est-à-dire il y a la destruction des habitats, il y a les émissions de gaz à effet de serre, donc du CO2, qui est un des premiers gaz responsables du changement climatique. Voilà un peu, en gros, ce que je peux définir, mais il y a d'autres défis connexes qui sont englobés dans les généraux. Alors, nous allons revenir pour parler, réfléchir autour de cette thématique. Retrouvons d'abord cet élément. Le ministre des Hydrocarbures a fait les points sur la situation de cette cargaison que les gens mal intentionnés ont déclaré que c'était impropre, alors que ce n'était pas le cas. Le ministre a fait un point et on se retrouve pour analyser et pourquoi pas réfléchir autour de nos thématiques. C'est devant les chevaliers de la plume que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a rassuré l'opinion ce mercredi 14 septembre sur les rumeurs d'un prétendu document de l'Office congolais de contrôle qui circule sur les réseaux sociaux. En présence du directeur général de l'OCC et les responsables des différentes entreprises pétrolières, les patrons des hydrocarbures, Didier Boudimbu, a parlé sur ce genre de situations qui sont récurrents dans le domaine des hydrocarbures, mais dont les solutions palliatives ont toujours été trouvées pour ramener le produit à la norme congolaise. Où on nous dit que le produit qui est venu n'était pas conforme. Chose étonnante, c'est que je suis maintenant, ça va faire 1 année et demie, ministre des hydrocarbures, et je pense que ces genres des situations, on a eu à régler ça plus d'une fois. Ce n'est pas des situations qui sont dramatiques, parce que ceux qui ont fait l'Europe, ils vont voir que quand on parle de l'essence, on parle du 98 et du 95, 98, 95. C'est deux normes qui ne sont pas les mêmes, mais n'empêche que quand on a le 98 ou le 98 ou le 95, ça peut permettre aux voitures de tourner. Le carburant qu'on a acheté, déjà avant qu'il arrive ici, il a déchargé à Lomé pour le Togo, et je pense qu'il n'y a aucun problème au niveau du Togo. Mais ici, comme nous avons nos normes on s'est fixé certaines par rapport à ce que nous-mêmes, au niveau du ministère, au niveau de la République, on a eu à se fixer, on a l'obligation de régénérer pour que nous puissions répondre à nos normes. Mais cela n'empêche pas que le produit qui est là, il n'est pas malsain. Quand le produit arrive, si nous estimons qu'il y a des écarts, il y a un travail qui est fait au niveau des terminaux, soit de SOCIR ou de CEP. À travers ce travail-là, on va régénérer le produit pour que le produit puisse répondre aux normes de la République démocratique du Congo. Prenant la parole, le DG de l'OCC a indiqué que le contrôle des qualités a été mené dans le but de protéger la population congolaise sur les produits qui ne sont pas conformes aux normes de la législation voulue par la RDC. C'est un document interne sur lequel les réseaux sociaux seront tombés là-dessus. Un document qui est à l'interne. Lorsque on trouve lors des analyses qu'il y a certains problèmes par rapport à la norme, il suffit que les produits, les cas de carburant qu'on est en train de parler aujourd'hui, soient retraités pour que ça soit utilisé. De son côté, le DG de la SOCIR a expliqué que son entreprise est prête à faire ramener ses produits pétroliers conformément à la norme du pays. La SOCIR, qui procède à ces opérations de régénération, est prête à le faire également dans ces cadres-ci, avec le concours de l'OCC, pour que les pays soient mis, pour que les produits soient mis en consommation aux normes du pays.
Signalons que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, a déploré la diabolisation du secteur des hydrocarbures dont les conséquences peuvent impacter sur tous les secteurs de la vie nationale, car le carburant est au centre de toute activité économique. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous parlons de ces sujets aussi intéressants, exploitation ou conservation du pétrole de la RDC face aux défis environnementaux avec Bertin Bouya. Il est le président de la société, de la jeunesse de la société civile environnementale de la RDC. Nous avons suivi les ministres, son point de presse, les responsables de l'entreprise OCC, mais également les responsables de l'entreprise Saucir sur cette réalité de cargaison. Il y a eu des gens qui ont dit n'importe quoi sur Internet. Comment tu analyses la situation? Bon, moi aussi, j'ai suivi cette information sur Internet, même sur certains médias connus. Mais quand je viens d'entendre l'interview, il y a le DG de l'OCC qui s'est exprimé. L'organabilité à contrôler. L'organabilité, il y a l'expertise des sociaux qui s'est prononcée. Surtout, il y a le ministre qui a dit, en tout cas, tout est clair, je n'ai pas beaucoup à commenter. Tout est clair, pas beaucoup à commenter. Face à ce qui précède, vous avez tantôt évoqué les défis. Et parmi ces défis, vous avez soulevé la crise énergétique, les difficultés liées au secteur énergétique. Est-ce que la RDC, les secteurs des hydrocarbures aujourd'hui, se présentent comme un impératif? C'est un impératif. Déjà, sur le plan accès à l'énergie, la RDC a une population aussi grandiose, mais dont moins de 10% accès à l'électricité. Cette faiblesse dans l'accès à l'électricité, je viens de le parler, a un incident très important sur la protection de l'environnement, sur la biodiversité, sur le climat. Parce que je viens d'établir les liens qui existent entre le fait que la population n'a pas accès à l'électricité et la possibilité de détruire les habitats à la recherche de charbon de bois, à la recherche de Makala. Et par conséquent, ça a des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Les recours aux énergies, c'est une urgence, mais qui devrait se faire avec beaucoup de précautions parce que nous sommes actuellement à l'ère de changement climatique. Nous sommes actuellement à l'ère où nous parlons de transition écologique, mais une transition qui devrait se faire de manière adaptée aux réalités de chaque pays. Nous, notre pays, nous avons un potentiel forestier, nous avons beaucoup de défis environnementaux aussi à relever, mais qui ne sont pas compatibles avec une certaine exploitation pétrolière. Je crois personnellement que les points de vue que je peux tenir pour l'instant, c'est le fait que, alors que nous connaissons tous les enjeux environnementaux qu'il y a à travers le monde, en Afrique, dans notre pays, alors que nous avons face à nous la réalité qui stipule qu'il n'y a pas d'électrique, bien que nous transitons écologiquement, nous devons penser à la solution. Parce que jusqu'alors, la question d'ailleurs n'est pas exploiter le pétrole ou non. C'est quoi la vraie question? La vraie question, ce n'est pas ça. La vraie question, c'est que comment nous pouvons exploiter rationnellement le pétrole. Simplement ça. Alors, on va tenter de répondre à cette question. Comment on peut exploiter rationnellement le pétrole tout en préservant également notre environnement. Mais il y a de ceux-là qui pensent que il y a eu une partie de la RDC où l'exploitation pétrolière a commencé il y a longtemps, il y a plus de 30 ans. La partie côtière, la ville de Mwanda. En regardant Mwanda, est-ce qu'on peut encore avoir le goût d'exploiter les pétroles et puis d'espérer un développement? Parce que Mwanda ressemble à un village planétaire avant, voire même la colonisation. En tout cas, s'il faut se référer de Mwanda pour exploiter le pétrole, je dis non. Mais comme le disent toujours nos aînés, pour construire, pour bâtir l'avenir, il faut se référer du passé. Le Mwanda est un exemple typique de l'exploitation pétrolière qui, d'une certaine manière, n'a pas répondu aux besoins directs de la population. Mais ce n'est pas cela pour autant que parce qu'à Mwanda, on en a fait ainsi que nous ne pouvons plus jamais exploiter le pétrole dans notre pays. Alors, quoi dire du secteur minier? Dans certains coins, on faisait l'extraction minière il y a longtemps, mais ça ressemble toujours à un village avant l'Antiquité. Je ne voudrais pas faire les grands Kasaï, par exemple. Je ne voudrais pas faire de parallélisme avec d'autres secteurs parce qu'il y en a autant. Dans beaucoup de choses dans notre pays, il y a des choses à refaire. Mais je me dis, à l'instant, nous ne pouvons pas seulement nous baser sur la peur du passé pour ne pas agir. La peur du passé. Oui, la machine doit tourner. Maintenant, c'est les changements du paradigme. S'il y a des provinces dans lesquelles on exploitait les pétroles, les diamants,
les coltans et qu'il n'y a pas eu de changement, ça ne veut pas dire qu'on doit tout arrêter. Maintenant, il faut voir comment exploiter, quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place ensemble avec le peuple congolais pour exploiter, mais en maintenant les équilibres environnementaux. Je parle d'abord de l'environnement parce que je suis de ce côté-là, mais surtout en s'occupant du social. C'est pour cette raison d'ailleurs, j'anticipe en disant, s'il y avait la possibilité, parce que je suis convaincu que les lois promettent à ce qu'il y ait des restitutions de tous les produits ici de l'exploitation pétrolière pour le bien-être d'abord de populations locales avant tout. Parce que c'est eux qui, d'une certaine manière, ont par les savoirs endogènes protégé ces ressources-là. Donc si vous venez les exploiter et que vous mettez à côté de la population en ce moment-là, ça ne sera pas très important. Et sur le plan environnemental, nous promouvons toujours la participation de la population locale. Ça veut dire que le mandat, c'est un exemple sur lequel nous devons nous baser pour définir une nouvelle base. De telle sorte que lorsqu'il faut maintenant penser à exploiter les ressources, que ce soit le pétrole ou d'autres ressources, qu'on pense à l'implication massive de la population locale et qu'on pense à son profit. Voilà. La question importante, comment exploiter rationnellement le pétrole de la RDC et booster son développement? En tout cas, c'est une question fondamentale. En premier, je ne devrais pas commencer à répondre sans que je ne ramène la population sur ce point-là de comprendre qu'en tout cas, l'exploitation pétrolière a des conséquences sur l'environnement. Des conséquences néfastes sur l'environnement immédiat. C'est important de soulever ces oui, c'est l'environnement immédiat. Il y a de la pollution que nous craignons. Oui, bien sûr que oui, c'est l'environnement immédiat, la destruction des habitats. Il y a la pollution de l'air, parce que dans les gaz pétroliers qui sont émis lors de l'exploitation, il y a beaucoup de gaz à effet de serre que nous refusons en dehors du carburant qu'on va utiliser après, qui va émettre aussi des gaz dans le moteur. Mais également de questions liées à la sécurité. À la sécurité, bien sûr. Mais actuellement, il existe des nouvelles technologies qui font à ce que même certains forages soient faits de manière à minimiser la consommation de l'espace, de manière à atténuer les impacts environnementaux. Je voudrais que nous soyons d'accord sur ce point-là. Quand on parle de l'exploitation rationnelle du pétrole, ça ne signifie pas qu'on exploite le pétrole sans aucun impact. Et d'ailleurs, il n'existe pas de développement sans pollution. Mais ce que l'on prend dans l'exploitation rationnelle du pétrole, c'est le fait qu'en exploitant, qu'on mette en place toutes les technologies qu'il faut, qui vont promouvoir et la protection de l'environnement, mais aussi et l'équilibre sociétal. Parce qu'il y a des exploitations qui, en dehors... Comment cela peut promouvoir l'équilibre sociétal ou le développement de l'humain? Oui, justement, quand on parle de l'équilibre social, j'ai vu d'abord l'aspect économique. On dit il y a un pourcentage, quand on exploite, il y a par exemple 30% d'essais qui sera produit dans ces activités qui seront allouées au développement de la contrée où on a exploité ces ressources. Ça, c'est de 1. De 2, c'est quand on minimise certains impacts de l'exploitation sur la santé de la population locale. Par exemple, il y a certains gisements qui, en exploitant, peuvent commencer à libérer dans des rivières où on prend de l'eau à boire des composés toxiques. Alors qu'il existe des procédés aujourd'hui dans la génie de l'environnement qu'on peut mettre en place pour récupérer même certains gaz aussi. Certains gaz ou certains composés toxiques pour que ces composés ne portent pas atteinte à la population. On peut se dire, on est en train d'exploiter le pétrole ici, on fait des haies par exemple, c'est un exemple que je donne. On reboise tout autour pour empêcher la sortie de certains gaz ou on met en place des géomembranes pour que ces effluents qui vont sortir de l'exploitation pétrolière n'impactent pas négativement la population. Ou soit d'ailleurs, pour certains cas, on arrive même à délocaliser certains peuples, mais ce qui n'est pas du tout recommandé dans les sociales de peuples qu'on a trouvé, mais aussi un autre aspect, c'est l'aspect environnemental. Quand je parle d'exploitation rationnelle, ce n'est pas une utopie. Si l'Europe, les États-Unis et même beaucoup d'autres pays africains exploitent leur pétrole, ça signifie qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les pétroliers sont le mieux informés sur comment minimiser les aspects environnementaux. Ils ont des technologies au point. Ils ont des technologies au point. Parfois, quand nous parlons de pétroliers, nous pensons que ce sont des gens qui ne pensent que l'économie. Des capitalistes au vrai terme du mot. Oui, j'ai eu le temps d'échanger avec certains. Ils savent les réalités. Et par conséquent, ils cherchent des méthodes d'atténuation. Et moi, je crois qu'il faut soutenir ce genre d'initiative parce que c'est comme ça que le développement de notre pays va être effectif. Même quand on parle, si vous me permettez, de la transition écologique, on a besoin d'argent. Où est-ce que nous allons avoir cet argent?
Pour lutter contre les érosions. Pour lutter contre les érosions, pour reboiser, pour lutter contre d'autres formes de pollution, pour investir dans les ressources alternatives comme l'agriculture. La technologie, par exemple. La nouvelle technologie et autres. Où est-ce qu'on va avoir l'argent? On peut recourir de l'exploitation pétrolière vers la transition écologique. Ça dépend de la vision politique et même de la volonté. C'est comme ça que beaucoup d'ONG se lèvent et se disent nous avons peur que rien ne soit fait d'une autre manière. Ils ont raison. Parce que nous avons vu des exemples qui existent et là où nous sommes en train de vouloir partir, nous sommes incertains. Mais l'optimisme prime. Nous pensons que l'air a sonné, que tout doit changer. Nos ressources sont dans la terre. Avec l'aide de la transition écologique, le pétrole, c'est comme du charbon. Ça n'aura plus la même valeur. Si nous laissons ce pétrole dans nos sols et que nous ne l'exploitons pas, demain nous allons continuer à le regarder. Et d'ailleurs, le pétrole dans le sol, c'est une pollution, une bombe à retardement parce qu'un jour ça va affleurer à la surface, ça sera une pollution comme gratuite. Les gaz méthane de la Kivu. Comme les gaz méthane de la Kivu. Et même, il y a certaines données confidentielles qui disent qu'il y a même dans certaines zones où le pétrole dans notre pays a affleuré à la surface. Évidemment. Et tout ça, c'est la pollution gratuite. Alors que nous sommes dans notre pays, tout le monde utilise... ce qui est inquiétant, c'est ça. Moi, je m'inquiète un tout petit peu. Tout le monde, dirigeants, dirigés, ONG et tout, nous utilisons le voiture à essence. Lors de la pénurie, c'est tout le monde qui était paniqué. C'est tout le monde qui a été affecté. Les pasteurs des églises, les commerçants, bachailleurs, tout le monde a été affecté. Était alerté. Mais lorsque... donc, si nous posons la question à tout le monde, est-ce que nous devons continuer à importer le pétrole, oui ou non? La réponse sera oui. Parce que le voiture en a besoin. Parce que nous en avons besoin. Nous devons continuer à importer. C'est ce que tout le monde veut. Mais quand on dit, est-ce que nous pouvons aussi exploiter notre pétrole ici? Là, ça dérange certaines personnes. C'est comme si ça dérangeait. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une question de compréhension. Alors que, moi, je suis environnementaliste de formation. C'est une question de souveraineté nationale. Sur le plan de la pollution de l'air, il y a la notion de la transfrontaliarité. Donc, la pollution des États-Unis peut nous atteindre ici. Donc, ce qui s'est passé dans le couloir profond avec la pollution. Oui, ça peut nous atteindre ici sur le plan de la pollution de l'air. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous continuerons à utiliser le pétrole dans notre pays, même si c'est exploité ailleurs, les conséquences nous atteindront. Par exemple, les changements climatiques que nous vivons actuellement, ce n'est pas nous qui avons pollué l'air. L'air a été pollué en Europe, aux États-Unis, mais nous vivons ça. Ça veut dire que tant que rien n'a été fait de l'autre côté là, le fait que nous on dise on n'exploite rien, sans vous mentir, sans brandir les noms de la protection de l'environnement, ça serait une manière de nous maintenir dans le sous-développement. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. L'esclavage éternel. Oui, oui. C'est beaucoup de jeunes Congolais qui sont révoltés à ce sujet. C'est comme ça qu'on s'est dit, nous pouvons aussi, comme le fait le Nigeria, comme le fait l'Angola, comme le fait le Guinée équatoriale, comme le fait beaucoup de pays européens, les Congo, notre pays. D'ailleurs, ce pays-là qui les font, combien de superficie de forêts ils ont? Quelle est la capacité qu'ils ont pour séquestrer le carbone, le CO2 qu'ils émettent? Nous avons plus de 50% de la forêt du bassin du Congo et nous avons peur. Bertin Bouya, très révolté face à cette réalité, il insiste sur l'exploitation rationnelle du pétrole ou rien. Maintenant, nous devons exploiter le pétrole ou rien parce que nous faisons face à des réalités. On a été frappé par la pénurie, nous sommes frappés par beaucoup de difficultés d'électricité. À partir de ces pétroles-là, on peut produire aussi de l'électricité. Retrouvons cette réflexion, pétrole ou drogue, et nous allons continuer de réfléchir. Pétrole ou drogue? Le pétrole transforme la vie de l'homme. Omniprésent, il joue un grand rôle. Penser à son épuisement rendra la vie drôle. Le mettre sur le rang des accusés, causant la pollution, comme seule source d'émission, c'est faire abstraction des exigences de la modernisation. Au fil du temps, le pétrolier s'investit pour bien agir. Il n'est pas l'ennemi de l'être vivant, mais un couteau à double tranchant, prêt à bénir ou à maudire. Voilà, nous sommes de retour. Bertin Bouya, pétrole ou drogue, c'est une analyse que nous avons proposée, réfléchie. Ton point de vue? Mon point de vue, c'est vraiment ça. On ne voudrait pas qu'on l'interprète en mal.
pétrole ou drogue. Ça veut simplement dire, selon moi, que le pétrole, il est bon, mais il est aussi mauvais. Ça dépend de l'usage. C'est comme ça qu'on doit prôner la rationalité dans l'usage. On vient de voir les gens qui se sont fait brûler, paix aux âmes des illustres disparus. Mais simplement, le pétrole qui devrait démarrer la voiture a conduit à la mort certains. Ça veut dire que d'une certaine manière, le pétrole est dangereux. Ça, c'est sur le plan après l'avoir exploité. Mais pendant l'exploitation, en tant qu'environnementaliste, je viens de le parler ici, le pétrole a aussi des impacts négatifs sur l'environnement. C'est là où ça peut impacter négativement. Mais parce que c'est important qu'il existe aujourd'hui les possibilités de manipuler le pétrole, mais en respectant les équilibres. Et à ce moment-là, le pétrole va être servi, va être utilisé à bon escient. Une bénédiction. Une bénédiction, bien sûr. Alors, cette exploitation pétrolière est classée parmi les activités humaines qui polluent à grande échelle. Vous l'avez reconnu. Comment vous le soutenez jusque-là? Ça pollue à grande échelle. Dans la RDC risquerait de perdre certains espaces. La RDC risquerait d'affecter sa forêt. La RDC risquerait, voire même d'augmenter les taux de la criminalité. Comment vous soutenez cet aspect? Monsieur le journaliste, merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer. Vous savez que je suis même sur les réseaux sociaux, les gens me disent, ça c'est quel environnementaliste qui va soutenir... Et c'est quel jeune qui fait... C'est quel jeune qui va soutenir l'exploitation pétrolière? En fait, en réalité, c'est le principe du moindre mal. Une maman qui est enceinte, qui vient enfanter un bébé, on dit soit que le bébé meurt, soit que la maman meurt, on veut sauver une seule personne. Moindre mal. Les moindres mal. Actuellement, ce n'est pas une question de soutien ou pas. Nous sommes obligés. Un impératif. C'est un impératif. Ce n'est pas un soutien ou pas. Moi, je suis réaliste. C'est comme plusieurs jeunes réalistes. Si nous disons aujourd'hui non au pétrole, non, actuellement là, soyons francs, non au pétrole, non à l'essence, est-ce que les avions vont décoller? Est-ce que les Wowa vont bouger? La vie sera stoppée. Mais la vie est stoppée. Et vous pensez que dans ces conditions-là, quelle est l'analyse que moi je vais avoir? Et notre économie est paralysée. J'ai dit, ce n'est pas notre économie, l'économie du monde. Parfois, quand nous rêvons les yeux ouverts. Le réalisme. Il n'y a pas de soutien pour quelque chose qui nuit à l'environnement. Il y a l'impératif de collaborer avec cela. Nous sommes pendant la transition écologique. Je me suis dit, avant que l'on transite, parce que c'est un besoin imminent, maintenant, c'est impératif pour tout le monde. Écologiste ou pas, nous sommes baignés dans le pétrole. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut promouvoir une exploitation rationnelle. C'est un point et un trait, c'est fini. Il n'y a pas de soutien là-dedans. Bertrand Bouya, très révolté, il insiste sur cette question et que c'est de l'impératif que la RDC doit exploiter les pétroles. Merci à ceux qui nous suivent de partout. Nancy Mayoko, Irène Sakasaka depuis les États-Unis. Vous êtes de nombreux, les étudiants surtout. Salutations à vous, Bertin. Lentement et sûrement, nous avançons avec ces sujets qui dérangent, qui soulèvent beaucoup de sensibilité, l'exploitation pétrolière. Apparemment, en commençant par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre, mais également le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, ils subissent deux attaques. Comment tu analyses cet aspect dessus? Les attaques sont d'une part vraies parce que l'Africain est toujours stigmatisé. L'Africain aime ça. Quand on dit pollution, quand l'Africain prend le mot pollution, il les vend plus que c'est lui-même qui l'a donné. Quand on dit destruction de la biodiversité, quand nous les prenons, nous voulons l'utiliser, le manipuler plus que même... Vous savez, monsieur Pepito... À ton avis, c'est une manipulation? Non, mais ce n'est pas du tout la manipulation, mais d'une autre manière, c'est une manipulation. Mais de deux, c'est une drôle de compréhension des concepts. Je vais vous expliquer. La première des choses, une certaine manipulation, oui, parce que quand le président de la République et toutes les personnalités que vous avez citées, on prenait l'exploitation pétrolière, nous devons quand même reconnaître que c'est l'expertise nationale qui a décidé cela. Ce n'est pas un individu... Une volonté politique manifeste. Non, c'est une volonté politique manifeste. On a lancé des appels d'offres. Basée sur l'expertise nationale. À la présidence, là-bas, ce n'est pas monsieur tout le monde. Il y a des professeurs, il y a des gens, des illustres qui sont là, qui réfléchissent sur le sujet. C'est comme ça que moi, avant de mettre un point de vue, je me pèse d'abord. Je suis convaincu que j'ai vraiment raison. En ce moment-là, je peux mettre un point de vue. Mais il y en a qui
autour de ça, ils veulent se créer un nom ou veulent gagner un pain d'une certaine manière. Nous connaissons comment nous faisons tout ça. Et pour moi, je ne suis pas très d'accord que l'on prenne un grand nombre de personnes qui ne comprennent même pas le fond du problème pour commencer à se soulever contre son propre développement. Je ne suis pas d'accord. Deux, c'est une mauvaise compréhension de certains concepts sur le plan scientifique. Vous savez, il y a des gens qui ont déclaré hautement, ouvertement, que la vision RDC Pays Solutions ne pouvait pas permettre à notre pays d'exploiter son pétrole. Moi, je dis, waouh, quelle ignorance. Évidemment, la RDC doit protéger la forêt, la RDC doit... Et il y a aussi les questions liées aux énergies. Mais c'est une drôle de compréhension, une mauvaise compréhension. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on parle de la RDC Pays Solutions aux problèmes liés au changement climatique, la première des choses, c'est lié à sa capacité à séquestrer le carbone. C'est à sa capacité, donc à ses forêts, à absorber les CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, évidemment, et à sa capacité à les garder. Un. De deux, c'est avec ses potentiels hydroélectriques. Parce qu'avec ces eaux, on peut produire une électricité aussi verte, renouvelable. Et avec ces eaux douces, on peut produire de l'hydrogène, qui est un vecteur de l'énergie, dans le secteur de l'énergie, qui peut participer à la construction de voitures électriques et autres. Mais aussi sur l'aspect de métaux verts. Le lithium, le cobalt, tous les métaux qui participent à la numérisation, mais aussi la fabrication de batteries et autres. La RDC en a en grande quantité. C'est comme ça que c'est un pays solution au problème du changement climatique. Mais pour y arriver, je commence pour le forêt. Vous savez que le forêt, c'est la séquestration de carbone chez les forêts. C'est fonction de l'âge des arbres. Vous savez ça? Plus les arbres ont vieilli, moins ils séquestrent le carbone. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régénérer les forêts. Donc, il faut couper les arbres pour maintenir la vision RDC Pays Solutions. Certainement, ces gens-là... En coupant, il faudrait réfléchir sur une chaîne de Bien valorisation. sûr. Donc, en coupant, on valorise le bois, on reboise ailleurs pour que les jeunes plantes, comme ce sont des jeunes, ont besoin, ils vont encore absorber beaucoup plus de carbone et par conséquent, la séquestration de carbone sera stable, sauf dans les zones où il y a des tourbières, par exemple. Et ces gens-là qui vous disent RDCP Solutions, si vous leur dites coupons, régénérons nos forêts, ils vont dire non, il ne faut pas couper. Simplement parce qu'ils n'ont pas réfléchi jusque-là. De deux, sur le plan des ressources hydrologiques, la production de l'hydroélectricité, il faut construire des barrages. Il y a des militants qui, quand on dit on construit un barrage ici, tout le monde, non, on va toucher les habitants d'Engolo. Mais c'est ça. Pour construire le barrage, il faut détruire certains habitats. C'est normal. C'est ça la RDC Pays Solutions. Et trois, pour avoir l'or, les coltons, les cobalt, il faut extraire. Il faut extraire. Il faut polluer des rivières. Tous ces aspects-là, les gens ont oublié et pensent que quand on dit RDC Pays Solutions, ça signifie zéro pollution. Ça n'existe pas. Voilà, nous sommes en train de parler de ces sujets aussi intéressants. Bertin Mbouya est très révolté. Il soutient l'exploitation rationnelle du pétrole de la RDC. Vous préparez une marche parce que lentement et sûrement nous allons finir. Dites-moi un peu en détail comment cela est organisé. Qui est derrière Bertin Mbouya? Un environnementaliste qui soutient l'exploitation pétrolière. Ça paraît de l'innovation. En gros, comment ça se présente la marche? Je commence par celui qui est derrière Bertin Mbouya. C'est qui? C'est le paradigme, c'est le nouveau paradigme de la jeunesse congolaise. Ce n'est pas le chef de l'État. Non, ce n'est pas le chef de l'État. C'est le nouveau paradigme de la jeunesse congolaise qui met en avant tout la réflexion et le réalisme. L'amour du pays. L'amour du pays, le patriotisme. C'est passé cette époque où les jeunes étaient que des gens qui devraient chanter. Ils devraient marcher pour les élections. Ils devraient marcher pour les élections, pour des lois électorales, pour quoi que ce soit. Ils ne devaient pas réfléchir. Non. L'air a tellement changé et c'est trop tard de retenir ça. Changement de paradigme. Changement de paradigme. C'est ce qui nous motive. Je ne suis pas le seul, je ne suis qu'un simple représentant. C'est un réseau. Il y en a mieux que moi. Je vous dis vrai, il y a des gens plus révoltés que moi, quand vous le recevrez. D'ailleurs, d'autres n'aiment pas parler. J'ai juste l'opportunité de parler au-devant de vous. Mais il y en a des mieux révoltés que moi. Et comment la marche s'est présentée? Nous organisons notre marche le samedi 22 octobre de cette année pour soutenir l'exploitation rationnelle du pétrole en RDC. Beaucoup de jeunes attendent déjà cette marche. Ça partira d'où la marche? Ça sera de 7e rue Limité jusqu'au Palais du Peuple. Alors, au Palais du Peuple, ça sera une marche très pacifique. D'ailleurs, le militantisme vert, il n'y a pas de bruit là-bas.
nous allons lire un mémo qui sera déposé auprès du ministre des Hydrocarbures, à la présidence de la République, au ministère de l'Environnement, et aussi à d'autres personnes dans le secteur. L'objectif, c'est quoi? Nous sommes pour le développement. Nous avons quand même une jeunesse des géologues, des pétroliers, des sociologues, des environnementalistes. Tous ces gens-là qui chôment qu'avec l'exploitation pétrolière, ils vont se retrouver. C'est ça que quand les gens disent pétrole, ça détruit, on ne dit pas ça. La majorité de cette jeunesse est en train de chômer. Est en train de chômer. Avec une intelligence. Et vous savez ce qui est drôle, c'est quoi? Quand les gens qui disent on ne peut pas exploiter le pétrole défendent ça, ils ne disent même pas que ça va créer de l'emploi aux jeunes, ça va changer les... Ils voient seulement, non, il y a la corruption, il y a les mafias. Donc, personne ici ne voit les choses positivement. Je crois que trop c'est trop. Et nous avons compris tous ces jeux-là, nous avons dit non. Trop c'est trop, nous avons compris tous les jeux et nous avons dit non. C'est pratiquement le dernier propos de M. Bertin Mbouya. Merci à vous d'être passé. Merci encore une fois. Je vous remercie. Nous allons vous accompagner énergétiquement pour Makamou. Nous en avons besoin. En tout cas, nous avons besoin de l'accompagnement. Les jeunes devaient être là. Je sais pas. C'est pas vous donner les contacts? Certainement, on pourra encore vous recevoir pour en parler, merci. parce que l'activité, ça sera le mois prochain. On va en parler. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre directeur général. Merci à notre nouveau directeur général adjoint. Merci au directeur de programme, les réalisateurs, le caméraman. On se retrouve prochainement avec de l'énergie, de la foi, surtout l'amour de notre pays. Au revoir.